ce conflit. Nous allons entendre en direct Ilya Ponomarev, c'est un personnage tout à fait crucial dans cette circonstance. Ilya Ponomarev, bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous en direct. Bonsoir. Je rappelle qui vous êtes en quelques mots. Vous êtes un opposant historique à Vladimir Poutine de très longue date. Vous aviez même voté, il n'y en avait pas beaucoup, contre l'annexion de la Crimée par force de la Russie. Et c'est dire qui vous êtes. N'est-ce pas? Ilya Ponomarev, j'aimerais que vous commentiez C'est la pure vérité, pure vérité. Que vous commentiez avec nous ces images. Vous êtes lié, n'est-ce pas, à la Légion de la Liberté. C'est cette unité. J'ai été vraiment avoir de la suite dans mes idées et depuis 2000, j'ai été toujours critiquant et un opposant historique, comme vous avez dit, de régime Poutine. Et cette suite dans les idées, cet esprit de suite, il mène jusqu'à aujourd'hui. Commentez avec nous les images que nous découvrons ce soir. Les combattants qui sont avec vous, qui sont liés à vous, la Légion de la Liberté, qui se battent autour de Belgorod, notamment dans cette cité de Novaya Tavolzanka, dans la petite ville de Chebekino. Où en est-on selon vos informations? Est-ce qu'ils sont en train de, non seulement de mener des incursions, mais de prendre pied dans cette région? Il y a des hostilités, étant donné qu'un territoire assez vaste est maintenant déjà sous contrôle de la Légion de libération de Russie et de RDK, corps des volontaires. Plus de 10 localités sont déjà libérées et le principal maintenant combat qui se déroule, c'est le combat pour Chebekino. Nous avons un fait curieux rencontré parce que nous avons pris des otages, des prisonniers, et nous avons invité le gouverneur de la région de Belgorod pour venir les récupérer et procéder à un cessez-le-feu, étant donné que c'est le jour de la Trinité, de la fête religieuse. D'abord, il a accepté, ensuite il a changé de lieu, et parce que nous avons proposé au point de passage de Chebekino, il a d'abord accepté, mais le Kremlin lui a donné un contre-ordre. Oui, donc c'est le Kremlin, c'est Vladimir Poutine, selon vous, qui a interdit au gouverneur local d'aller parler à vos hommes? Très certainement, parce que tout de suite on appelle des références, des analogies. Quand Poutine est arrivé au pouvoir, il s'est présenté comme un macho très confiant, qu'on ne discute pas avec les terroristes. Et après, sur ce fond, il y avait la deuxième guerre de Tchétchénie pour montrer à quel point c'est un leader fort. Et le fait que les autorités locales ont montré ce geste d'ouverture, ça fait replonger aux années 90, à l'époque de l'État faible de Boris Yeltsin. Mais maintenant, la Russie s'est affaiblie à tel point que l'État russe n'existe presque pas. Et donc, ils se sont, à la dernière minute, ressaisis. Ils ont dit que la société russe ne peut pas voir ça. Et sinon, le parallèle avec Yeltsin s'impose. Ilya Ponomarev, est-ce que vous risquez une action de force? Est-ce que ça peut être une souricière, un piège dans lequel vous êtes entré? On l'évoquait avec le général Gomer à l'instant. Ils ont pu vous laisser entrer, prendre un peu de champ, et puis les forces spéciales vont entrer pour vous écraser. Est-ce que cette hypothèse-là existe pour vous? Vous savez, s'ils avaient les forces spéciales disponibles, ils les auraient déjà projetées. C'est déjà une deuxième incursion. Nous avons réalisé une incursion la semaine passée. Nous avons pris un contrôle de territoire. Maintenant, c'était aux alentours de Vilgraï-Voron. Maintenant, Chebekino, c'est une ville encore plus grande. Et nous avons plus d'expérience aussi.
réussi dans la prise de contrôle et maintenant, évidemment, les hostilités encore ne sont pas finies, mais ils ne disposent pas des forces spéciales. Et pour eux, c'est une sorte sur le plan psychologique, c'est pour eux inacceptable de se dire, d'accepter l'idée que les hostilités maintenant sont sur le territoire de la Fédération de Russie, que la guerre se rapproche. Et donc, évidemment, s'ils pouvaient régler ça tout de suite, aucun leader n'aurait pu faire durer ça s'il ne pouvait pas. Ilya Ponomarev, clarifiez pour nous exactement si ce sont pour l'instant des raids, des incursions, ou si vous arrivez à rester sur place. On voit là la situation. La ville de Belgorod, ce village de Novaya Tavolzanka, enfin une ville, petite ville, Chebeniko, petite ville. Est-ce que vous pouvez résider? Est-ce que vos hommes dorment simplement, passent des nuits, ou bien est-ce qu'ils vont et reviennent? Peut-être que la carte que vous avez projetée, ce n'est pas une carte tout à fait exacte parce que Belgorod, c'est beaucoup plus au nord. Chez Bekino, c'est derrière Novaya Tavolzhanka. Donc, je vous invite à regarder. Vous êtes déjà entré plus avant dans le territoire, plus profondément. Sur mon Facebook, je mets à jour régulièrement la carte du territoire que la Légion contrôle et c'est assez impressionnant de voir l'ampleur du territoire qui est déjà libéré. L'incursion de la semaine dernière a commencé comme un raid, comme une incursion. C'était une sorte de renseignement et prise de connaissance de terrain. Mais ça a démontré une telle impuissance de l'armée russe de se défendre que nous avons presque illico décidé d'une seconde incursion et nous avons vu que aucune leçon n'a été tirée des échecs de la défense et nous avons maintenant fixé des objectifs beaucoup plus ambitieux et jusqu'alors nous arrivons à les réaliser. Et donc je pense que par exemple pour ce qui est le prise de contrôle de Shebekino, je pense que nous avons suffisamment de force pour contrôler Shebekino. Après nous pouvons avancer jusqu'à Belgorod, mais après ce sera difficile de tenir nos positions à Belgorod. Il y a aussi une question de coût de vie de nos combattants, mais je pense que Shebekino, c'est tout à fait réaliste. Combien d'hommes avez-vous sur place? Si on met vos hommes de la Légion pour la liberté de la Russie, plus le corps des volontaires, ça représente quel ordre de grandeur? Nous ne pouvons pas dévoiler, ce sont des informations militaires qui peuvent aider l'ennemi. Je peux parler, donc, combien il y a dans la Légion, c'est 4 bataillons, et dans RDK, dans le corps des volontaires, il y a 1 bataillon, et dans chaque bataillon, c'est 200-300 combattants. Donc, si mes mémoires de mathématiques sont un peu lointaines, mais enfin, c'est quoi? Plus de 1000 hommes, plus de 1500 hommes au total? C'est pas mal ce calcul. Ensuite, c'est maintenant le nombre total des combattants de la Légion. Je ne peux pas dire exactement combien il y en a sur le terrain en Fédération de Russie. Je ne peux pas exposer les combattants. Quel est votre but, Ilya Ponomarev? Vous avez réussi déjà un coup militaire tout à fait majeur, tout le monde en convient, mais est-ce que vous estimez pouvoir aller plus loin, plus en profondeur de la Fédération de Russie, là, dans les prochains jours? C'est la guerre. La guerre, c'est un processus. Bien entendu, c'est notre drapeau bleu, blanc, bleu au-dessus de Kremlin et Poutine jugé à la haie. Voilà, ça c'est notre objectif lointain. Après, quelle sera la tactique? Est-ce qu'on va avancer vers Belgorod ou est-ce qu'on va choisir un autre point de passage, un autre tronçon de la frontière? Ceci va être concordé également avec la marche de la contre-offensive ukrainienne. Donc c'est de la tactique qui s'ajuste par rapport aux manœuvres, par rapport à l'opération et avec l'objectif aussi de perdre le moins possible de combattants, de nos combattants et aussi d'exposer le moins possible la population civile. Mais évidemment, nous allons avancer et libérer notre pays. C'est notre pays, notre Russie et
et la Russie sera libérée de Poutine. Nous assistons ce soir à un développement très frappant, c'est la présence de combattants polonais, une légion polonaise pour la libération de la Russie, selon les termes qu'elle se donne à elle-même. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'elle opère en appui seulement depuis l'Ukraine, ou bien est-ce que certains de ces éléments entrent dans le territoire russe? Смотрите, в составе не легиона, а в составе РДК Au sein de два corps des volontaires russes, RDK, il y a 6 mois, il y avait 2 Polonais seulement. Il comptait 2 Polonais. Récemment, il y a encore quelques autres volontaires qui sont arrivés et c'est eux qui s'appellent le corps volontaire des Polonais. Évidemment, la Légion ne peut que saluer cette démarche parce qu'au sein de la Légion, nous avons des unités des Tchétchènes, des Bachkirs, des Géorgiens, des Bélarusses et donc maintenant nous avons une unité des Polonais. Mais ceci dit, nous avons aujourd'hui préparé une communication spéciale. Nous avons posé la question à RDK, est-ce que les combattants polonais, les volontaires ont participé dans l'incursion en Russie? Eh bien, ils ont dit que non. Eux, ils ont essayé et ils ont effectué seulement l'appui aux arrières. Est-ce que c'est un tabou pour vous, ou bien est-ce qu'il serait imaginable, comme il y a eu en d'autres temps des légions étrangères dans diverses guerres, dans la guerre d'Espagne par exemple, que des Polonais ou d'autres, mais notamment des Polonais, entrent dans le territoire de la Russie, combattre? Personnellement, je vous donne mon opinion personnelle. Moi, je suis contre le fait que les militaires étrangers participent sur le territoire de Russie. Je pense que les Russes sont à même de gérer la situation seuls. C'est notre guerre et c'est notre devoir. Mais évidemment, je suis pour que le monde entier aide l'Ukraine pour aide militairement, soutient l'Ukraine pour rétablir la justice dans cette guerre. Et j'ai aussi un intérêt, un calcul pragmatique. Quand cette aide arrive des gens qui parlent russe, l'aide en termes de libération, par exemple, quand la population de Belgorod entend les combattants parler russe, tout de suite, ils peuvent s'identifier, ils peuvent penser que ce sont des libérateurs. Par contre, quand les gens parlent une langue étrangère, ils peuvent penser que ce sont des occupants. Donc ça peut être contre-productif et avec des effets non escomptés. Donc il faut être le plus pragmatique possible dans cette démarche. Mais l'essentiel de nos forces, c'est constitué par des Russes. Ilya Polnareff, soyons honnêtes, pour l'instant, on n'a pas vu non plus dans les populations des gens vous accueillant avec des drapeaux en disant vous êtes les bienvenus. Alors certains ont sans doute été évacués de façon ordrée et un peu autoritaire par les autorités locales, mais on n'a pas vu non plus de gens qui vous accueillaient. Я не знал, что вы там были. Je ne savais pas, vous étiez sur le terrain? Но у нас всё нормально, мне Ce кажется. sont vos propres hommes. On est très bien, on est pas Je me permets d'insister, qu'on comprenne bien. L'accueil des habitants est pas mal, pas si mal que ça. Nous établissons les contacts de manière assez bienveillante. Après, les gens, en fait, ils ne savent pas quelle sera la durée de cette situation. Et alors, il y a même des gens qui viennent, qui proposent de s'inscrire dans nos rangs. Et ils viennent même des localités qui ne sont pas encore contrôlées par nous. Et ils nous posent la question à quel endroit on peut vous rencontrer pour entrer dans la Légion. Nous avons aussi vu des gens qui proposaient des cigarettes, d'autres vivres. Donc, je pense que la plupart des gens se posent la question, est-ce que la situation perdure et donc ça va faire basculer leur positionnement, je pense. Ilya Polnareff, on est tout prêt à vous croire, mais je soulignais simplement que sur les images que vous avez montrées, notamment les images que les Polonais aussi ont montrées, pour l'instant, on n'a pas vu, n'est-ce pas, de ce genre de scène. Alors vous nous dites que ça existe, je veux bien vous croire, mais au-delà de ça,
qu'est-ce que vous espérez? Est-ce que vous espérez... Non, je ne dis pas qu'ils viennent avec des mots « soyez bienvenus et nous apportent du pain ». Non, non, il n'y a pas des fleurs et des jeunes filles ne viennent pas embrasser les soldats. Non, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Mais je peux dire que la guerre est terrible. Et ce qui se passe en ce moment même à Shebekino, c'est l'horreur. C'est l'armée poutinienne qui tire aux lance-roquettes multiples grades sur les villes, sur le secteur civil. Et toutes ces destructions que vous voyez, c'est le fait de l'artillerie russe. Ce n'est pas RBK. Et nous avons déjà donné l'exemple à Graivoron que nous ne tirons pas sur les quartiers d'habitation et les quartiers résidentiels. Alors que l'armée russe, c'est vraiment leur marque de service. Donc, les gens sont absolument apeurés et ils espèrent que leur maison ne soit pas détruite. Donc ça, c'est la première réaction. Mais une fois que le contact est noué, ils nous reconnaissent en nous des Russes et des Russes libérateurs. Est-ce que vous avez en tête un précédent historique? On pense par exemple à 1917, quand beaucoup de soldats russes se sont retournés contre les officiers, où le tsarisme s'est effondré en quelques semaines. Est-ce que vous espérez de la même manière qu'il y ait des mutineries, que l'armée russe se retourne contre ses officiers? Alors, c'est pas pour vous faire plaisir, mais pour moi, l'analogie à laquelle je fais penser, c'est De Gaulle et son mouvement de résistance, quand il a fait adresse à la nation et ensuite l'écho qu'il a trouvé. Il y a une coalition internationale qui lutte contre le fascisme actuel de nos jours. Il y a maintenant les unités russes qui sont prêtes pour libérer leur patrie contre l'occupation par l'armée de Poutine. Donc voilà, c'est l'analogie que je peux proposer. Alors, si on prend votre analogie avec De Gaulle, 18 juin sera bientôt l'anniversaire d'ailleurs. À l'époque, il a mis beaucoup de temps avant de s'installer. Est-ce qu'on en est là? C'est-à-dire, c'est l'anniversaire de Navalny aujourd'hui. Il y a quelques manifestations qu'il y a eu notamment à Moscou. Les partisans de Navalny ont été arrêtés, mais il n'y a toujours pas dans Moscou, dans Saint-Pétersbourg, de grandes manifestations anti-guerre. Les meetings pacifiques, non. Maintenant, je pense que les manifestations anti-guerre la plus efficace, c'est les événements à Belgorod. Et je conseille aux citoyens russes, il ne faut pas pleurer devant les ambassades en Occident. Il faut prendre les armes et aller le libérer de prison. Tant que Poutine est en vie, il ne le libérera pas. Et donc, pour que Navalny soit vivant et revienne parmi nous, il faut le libérer avec les armes. Et aussi d'autres prisonniers politiques. Nous ne citons pas seulement le nom de Navalny, mais aussi d'autres prisonniers politiques, comme par exemple Vladimir Kara-Murza, qui est maintenant à une sentence pour 25 ans, ou Andrei Pivovarov, et bien d'autres. Dans les prisons poutiniennes, il y a beaucoup trop de prisonniers politiques. Et tous les gens, quand ils sortent maintenant dans ces manifestations pacifiques, c'est contre-productif. Les services les notent, et ils assignent ensuite à la résidence, et cela veut dire qu'ils ne pourront pas nous rejoindre pour combattre main armée. Donc, je conseille vraiment réfléchir quelles actions ils peuvent organiser pendant les nuits comme acte de non-obéissance. Nous avons reçu tout à l'heure, vous avez fait allusion, vous avez dit que vos hommes ont pris des otages, des prisonniers. Ils ont d'ailleurs montré, certains d'entre eux, ils ont montré un prisonnier en proposant une rencontre avec les autorités locales. Combien à peu près de prisonniers avez-vous pu faire?
Je ne dispose pas ces informations. Je sais que le nombre de prisonniers, c'est pas seulement un prisonnier. Et je sais, donc j'ai vu la vidéo où il y en avait 10, mais ce n'est qu'une partie. Par exemple, pendant l'incursion à Graivoron, il y avait 12 prisonniers et je suis sûr que maintenant c'est un chiffre plus important encore. Mais comme maintenant il y a eu ce refus des autorités locales, ces prisonniers seront rendus à l'Ukraine où ils pourront participer dans une procédure d'échange. On voit sur ces images des représentants des deux mouvements. Il y a la Légion pour la liberté que vous représentez et il y a le corps des volontaires. Beaucoup soulignent à quel point ces deux groupes sont différents. Vous êtes un démocrate, vous militez pour la démocratie. Ça n'est pas le cas évidemment du personnage, l'autre personnage, Kapustin, alias White Rex, qui est un raciste revendiqué. Il y a eu notamment l'enquête très complète du Spiegel à ce sujet. Est-ce que ce compagnonnage vous gêne ou est-ce que vous estimez qu'il faut fermer les yeux parce que c'est la guerre et que vous en avez besoin? Dans la Légion, les gens sont de toute Arabie, mais nous n'avons pas des extrémités, des gens qui représentent le spectre extrême, ni la gauche extrême, ni la droite extrême. Et c'est surtout la mission de soldats qui compte, ce n'est pas l'idéologie politique qui prime. En revanche, RDK, le corps des volontaires russes, c'est surtout une structure plus idéologisée, et plus uniforme, mais c'est une unité vraiment qui sait combattre. Et comme notre objectif d'aujourd'hui, c'est de libérer la Russie, je pense que nous pourrons régler cette question après, une fois que la Russie est libérée. Dans une démocratie, je pense que les extrémités ne peuvent pas remporter un très grand succès. Donc si nous arrivons à rétablir un fonctionnement démocratique normal dans notre pays, je pense que les citoyens russes vont dire non aux extrêmes tout seuls. Pour l'instant, je pense que c'est un choix moral. Et l'Europe a traversé déjà aussi cette période de choix moral. Par exemple, Churchill, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a fait une alliance avec Staline pour vaincre Hitler, même si Staline, il avait lui-même, par le pacte de Molotov-Ribbentrop, il est responsable de cette guerre, de Deuxième Guerre mondiale. Donc maintenant, pour vaincre je pense que c'est une bonne choix quand il s'agit de lutte contre totalitarisme, contre un régime totalitaire. Il faut choisir le moindre mal. Et donc le plus grand mal, c'est Poutine au Kremlin. Ilya Ponomarev, vous avez raison de le rappeler, il y a Churchill qui s'est allié à Staline, il y a les Américains qui ont utilisé par exemple Ben Laden, mais voilà, ce compagnonnage, vous savez, gêne beaucoup de gens en Europe. On parle là, c'est vraiment pas des enfants de cœur, n'est-ce pas? Ce sont des extrémistes, racistes, antisémites dans le rang. Il y a eu des gens qui ont commis des profanations de tombes juives. Encore une fois, ça n'est pas votre mouvement, mais vous êtes au combat ensemble. Est-ce que ça va durer ou est-ce que vous espérez vous en libérer? Я думаю, что Россия всегда будет прежде всего мейнстрим. Que c'est le mainstream, c'est le centre qui peut être une plateforme qui attire le plus de gens. Aujourd'hui, les libéraux russes parlent beaucoup des opinions de RDK, tout simplement pour se justifier de leur inaction. Alors, quand ils disent « Oh, c'est inacceptable », eh bien, venez vous-même vous joindre dans les rangs de Légion. Parce que si vous critiquez les gens qui luttent pour vous libérer, c'est une position malsaine. Vous voulez juste arriver, une fois que la Russie est arrivée, et prendre en fait la Russie sur le plateau. Eh bien non. C'est les gens qui ont combattu, c'est eux qui ont versé leur sang. C'est
c'est les combattants qui ont aidé l'Ukraine à vaincre cette terrible guerre. C'est eux qui vont prendre le pouvoir en Russie. Et je pense que c'est seulement les Russes normaux, les seuls des Russes, bons Russes, ce sont des Russes qui combattent aujourd'hui près de Belgorod, et qui combattent contre ce régime qui beaucoup de pays ont d'ailleurs reconnu comme terroriste.